Vous pensez très probablement qu'il existe seulement les bombes atomiques comme système de destruction nucléaire. Vous savez, avec une énorme explosion et un énorme champignon atomique capable de raser un pays entier. Eh bien non, parce qu'il existe également des armes nucléaires portatives. Et évidemment bien d'autres qu'on va voir ici, qui sont d'ailleurs tout aussi flippantes que le classico-atomiseur, qui à quelques reprises a déjà été utilisé dans l'histoire comme vous le savez, notamment sur Hiroshima et Nagasaki. Sauf que ce ne sont pas forcément celles-là qu'il faut craindre, ou du moins qu'il fallait craindre. Je suis Tony, physicien en chef et ingénieur en développement de systèmes tactiques thermonucléaires, sur Twitter. Pas plus. Comme vous le savez, depuis toujours, l'homme a cherché à développer des systèmes de plus en plus puissants pour se foutre sur la tronche, jusqu'au moment où il a pu commencer à maîtriser l'atome. La radioactivité fait partie des 7 formes d'énergie utilisées par l'homme pour différentes applications, et notamment pour faire des armes, bien évidemment, sauf une. Pour le moment, ça peut changer. Parmi ces 7 formes d'énergie maîtrisées par l'homme, notamment pour faire des armes, il y a l'énergie mécanique, par exemple, quand vous lancez une balle en l'air, l'énergie de votre bras est transférée à la balle, ou encore le balancier d'une catapulte qui va envoyer un projectile. Mais il y a aussi l'énergie thermique. Votre eau dans votre bouilloire pour vous faire un thé va chauffer par contact avec la résistance et transfert d'énergie thermique. Ou encore un lance-flamme est une arme à énergie thermique qui va faire chauffer l'adversaire. Vous allez transférer de la chaleur sur un humain, donc énergie thermique. Il y a aussi l'énergie lumineuse. On peut prendre les panneaux solaires comme exemple qui fonctionnent grâce à celle-ci, ou bien les lasers militaires capables de détruire un avion ou un missile en plein vol. Mais il y a aussi l'énergie chimique. Par exemple, une cartouche qui part d'une arme, eh bien c'est le résultat d'une réaction chimique puissante de matière contenue dans la cartouche. La surpression va faire partir le projectile. Mais il va y avoir aussi de la chaleur. Alors là, dans ce cas, la chaleur, c'est de l'énergie perdue. Oui, parce que votre flingue ne sert pas de radiateur. Le but, c'est d'avoir un maximum de pression pour faire partir vite le projectile. Mais aussi, tout simplement, si vous brûlez du bois dans votre jardin, eh bien c'est de l'énergie chimique. Il y a également l'énergie électrique que vous connaissez tous. J'ai même pas besoin de vous donner d'exemple. D'ailleurs, vous regardez cette vidéo grâce à l'énergie électrique. Mais je vais quand même vous citer une arme à énergie électrique, parce que ça existe. Eh bien, je peux vous parler du canon électrique ou Raygun en anglais. Il utilise une dose colossale d'électricité qui est injectée en une fraction de seconde dans 2 rails qui font générer un champ magnétique surpuissant pour envoyer un projectile métallique à une vitesse incroyable. Mais il y a aussi l'énergie gravitationnelle. Et avec celle-ci, on n'a pas encore fait d'armes. Par exemple, l'eau d'un château d'eau va pouvoir être distribuée grâce à cette énergie gravitationnelle. Je pourrais vous parler aussi du barrage de la Rance qui est une centrale marémotrice qui utilise l'énergie des marées pour faire de l'électricité. Elle-même générée grâce à cause du déséquilibre des forces d'attraction gravitationnelle entre la Terre et la Lune. Oui, on peut dire qu'on fabrique de l'électricité grâce à la Lune. C'est plutôt stylé. C'est donc la seule énergie où l'humain n'a pas vraiment fait d'armes avec. Si on pouvait fabriquer un pistolet qui envoie des mini trous noirs pour spaghettifier l'ennemi, je pense qu'on l'utiliserait. Et puis, bien évidemment, la dernière, l'énergie nucléaire, celle qui nous intéresse dans cette vidéo. Là aussi, il y a beaucoup d'exemples d'utilisation, comme les centrales, ou l'imagerie médicale, ou même des traitements. Mais ici, ce qui nous intéresse dans cette vidéo, bah oui, ce sont les différentes armes développées par l'être humain sur la base du nucléaire. Parce qu'il n'y a pas que des bombes. Bon, vous le savez maintenant, mais à une période, j'étais passionné par cette forme d'énergie. J'avais même construit un détecteur de particules radioactives. Et aujourd'hui, je pense qu'il est intéressant, c'est un peu d'actu, de se pencher justement sur les armes nucléaires développées par les humains. Et vous allez voir que c'est vraiment la foire à la saucisse. Je peux pas faire cette vidéo sans d'abord vous parler des classico-bombes atomiques que tout le monde connaît. Vous allez voir, le fonctionnement est hyper simple. Et grosso merdo, il y a 2 grandes formes de bombes, notamment les A et les H. La bombe A fonctionne en brisant des atomes d'uranium ou de plutonium, qui par une réaction en chaîne va générer une explosion cataclysmique. Ce sont d'ailleurs les toutes premières créées dans l'histoire, mais pas moins dévastatrices. Il fallait environ 50 kg d'uranium ou 10 kg de plutonium pour que cette fameuse réaction en chaîne se produise. Et face badaboum. En peaufinant un petit peu avec certains matériaux le pourtour de la bombe, on arrivait à réduire la quantité d'uranium ou de plutonium pour arriver à la réaction en chaîne qui produit l'explosion. D'ailleurs, il y a un physicien qui disait que d'un point de vue technique, une bombe atomique de ce type-là, eh bien, il fallait un niveau lycée pour la fabriquer. Alors pour trouver les composants, évidemment, c'est impossible, ne le faites pas, mais d'un point de vue technique, en fait, c'était assez simple. Aujourd'hui, le fonctionnement est simple. Dans ce genre de système, on fait exploser à côté de l'uranium ou du plutonium un explosif classique qui va comprimer et rassembler cet uranium ou ce plutonium, ce qui va déclencher la fameuse réaction en chaîne. Les noyaux de l'uranium ou du plutonium vont lâcher des neutrons qui vont percuter d'autres noyaux en les brisant, ce qui va libérer évidemment de l'énergie, qui eux-mêmes vont libérer d'autres neutrons
etc., etc. C'est la réaction en chaîne. Tout simple, mais ça pique. Et comme je vous l'ai dit, chaque noyau brisé va libérer de l'énergie. Et évidemment, des noyaux, il y en a des milliards. Et si on fait un petit E égale mc2 tout simple, énergie égale masse multipliée par la vitesse de la lumière au carré, sur une petite boule d'uranium de 10 kg, je peux vous dire que ça en fait de l'énergie condensée là-dedans. Donc tout ça nous donne une explosion nucléaire à fission, donc qui casse de type A. La seconde version d'une bombe nucléaire, c'est la bombe H, ou à fusion thermonucléaire, ou bien encore bombe à hydrogène. Alors celle-là, elle est encore plus fourbe et plus puissante, car pour déclencher la bombe H, il faut une bombe A, juste celle qu'on a vue avant. Donc en fait, c'est deux bombes atomiques rassemblées dans une. C'est-à-dire qu'il faut faire exploser une bombe à fission comme amorce, qui va déclencher la fusion des éléments situés au second étage, notamment le deutérium et le tritium. Ça, c'est des éléments qu'on trouve dans la mer, il y en a partout, hein. Dans l'eau de mer, oui. Et là, c'est pareil que celle d'avant, réaction en chaîne qui génère une explosion beaucoup plus puissante grâce à ces éléments qui fusionnent et libèrent une énergie folle. Je vous rappelle que le Soleil fonctionne de cette manière, avec des réactions thermonucléaires de fusion. C'est-à-dire que cette bombe H, si vous la voyez exploser, c'est tout simplement comme si vous voyez un soleil, pas très loin de vous, au sens propre du terme. Donc c'est pas très bon de regarder ça droit dans les yeux. On cherche d'ailleurs depuis à peu près 50 ans à générer de l'énergie grâce à la fusion du tritium et du deutérium, dans des laboratoires comme par exemple ITER. Cette forme d'énergie nucléaire serait quasiment infinie et presque non polluante. Comme je vous le disais, ça fait à peu près 50 ans qu'on essaye de le faire et qu'on n'y arrive pas tellement, hein. Et en même temps, pour créer un mini soleil en laboratoire, ça prend un peu de temps. Bon, vous voyez que sur le papier, c'est pas hyper compliqué. Il suffit de balancer une grosse dose d'énergie à des éléments type uranium ou plutonium concentrés pour avoir une bombe atomique. Mais il existe également un système beaucoup plus fourbe que les deux qu'on a vus précédemment. Bon, les deux d'avant sont horribles aussi, mais là, vous allez voir, c'est un petit peu... Comme par exemple la bombe N, ou bombe à neutrons, ou à rayonnement renforcé. Là, c'est vous qui choisissez. Celle-ci n'est pas faite pour avoir une méga explosion dévastatrice, mais tout simplement pour irradier salement tout ce qui l'entoure. On fait en sorte que son énergie ne se transforme pas en chaleur, mais bien en rayonnement neutronique, qui vont infliger un maximum de dégâts plutôt violents à tout être vivant aux alentours, mais également aux composants électroniques. Vous savez, les fameuses bombes IEM, impulsion électromagnétique. Eh bien, cette bombe à neutrons est capable de tout détruire, notamment tout ce qui est électronique. Par exemple, sur la centrale de Tchernobyl, vous voyez le gros faisceau lumineux parfois qu'on montre qui sortait justement du réacteur? Eh bien, ce truc-là, c'était un rayonnement neutronique de haute intensité. Autant vous dire qu'il fallait pas mettre la tête au-dessus. Ce type de bombe neutronique ne va pas forcément détruire les bâtiments et tout retourner, mais plutôt défoncer toute vie aux alentours en venant briser l'ADN des êtres vivants. On peut même parler de bombe à dégâts subatomiques, car le neutron est l'un des composants des atomes. En 1963, on a testé aux États-Unis ce genre d'engin, dans des installations souterraines dans le Nevada. Et la France en 1980 a également fait des essais sur l'atoll de Moruoa en Polynésie. Comme je vous l'ai dit, il vaut mieux éviter de regarder droit dans les yeux quand ce genre de choses pète pas loin de vous. J'ai l'impression de donner des conseils là, c'est pas bon signe. Oui, parce qu'en fait, elle dégage des ultraviolets et des rayons X qui vous rendent tout simplement aveugle. D'où cette image où on voit les os des gens à travers leur peau à côté d'une explosion atomique. Comme s'ils passaient une radio. En gros, avec la neutron, contrairement aux deux précédentes, A et H, on met autour de celle-ci un alliage soit de nickel, soit de chrome, pour justement que les neutrons puissent s'échapper et tout défoncer, ce qui va réduire évidemment la puissance explosive, mais augmente l'effet irradiant. Oui, car avec cette coque en alliage très spécifique, il y a moins de neutrons qui vont sur l'uranium ou le plutonium pour créer la réaction en chaîne. Le but de celle-ci est bien de créer un gros faisceau neutronique dévastateur, plutôt qu'un maxi pétard qui va tout réduire en cendres. Là, c'est vraiment pour détruire l'électronique et la vie. Bon, attention, hein, ça détruit quand même pas mal de choses, mais la puissance est par exemple 10 fois moins dévastatrice que Hiroshima en termes de souffle. Ce qui est plutôt fourbe avec ce genre de bombe, quand le flux de neutrons vient percuter quelqu'un, eh bien ce flux va rendre la matière radioactive, que ce soit un humain ou un bâtiment. Quand le flux de neutrons émis vient percuter un atome sur notre corps, l'atome le capture et se transforme en matière radioactive, du moins il va en produire. Selon la dose, vous ferez une violente réaction inflammatoire immédiatement, puis le corps arrêtera de générer de nouvelles cellules et finira par se liquéfier en quelque sorte. Comme la vidéo sur le japonais que j'avais fait, qui dans une centrale par erreur s'était pris une maxi dose. Et la fourberie dans la fourberie, c'est que si vous êtes un peu éloigné mais pas trop, alors trop près vous êtes tout de suite KO, mais si vous êtes assez loin en fait vous allez prendre un flux de neutrons quand même, mais il va rien se passer déjà pendant quelques jours. Vous allez vous sentir mal, puis tout d'un coup ça va aller mieux, pendant peut-être une semaine. C'est très bizarre, genre au début ça va pas, mais vraiment vous êtes pas bien, après ça va mieux, et en fait après bah on peut plus rien faire pour vous. Vous liquéfiez littéralement. Parce que ce flux de neutrons va tellement briser votre ADN qu'il va empêcher les
les cellules de se régénérer. À noter que les cellules se régénèrent en permanence, donc imaginez là mes cellules qui arrêtent de se régénérer, eh bien je finis en bouillie en quelques semaines. Oui, parce que ma peau ne tient plus sur les os, y a tout qui tombe quoi. Donc c'est très sale comme système. Bon, là on a vu les trois types plutôt classiques, on va dire, H, A et N, neutrons. Mais comme je vous l'ai dit, il existait des systèmes portatifs. Et ces systèmes se nomment SADM, SADM, pour Special Atomic Demolition Munition. Le nom de cette valise nucléaire était W54. Et il y en a eu environ 400 de fabriqués. On parle donc de systèmes atomiques portatifs pour un humain. Un humain peut porter une petite bombe atomique, voire pire, genre une pocket bombe atomique. Ça existait, et ça existe encore. Le gars était parachuté avec cette valise et devait placer l'ogive portative à un endroit stratégique, type pont ou bâtiment. Il devait l'activer et partir en courant comme s'il allumait un pétard. Ensuite, il retournait en mer et était récupéré par un sous-marin ou un speedboat. C'est quand même un délire, Déposer une bombe nucléaire comme si c'était un Bison 4. Cette arme, elle a jamais été utilisée sur un champ de bataille, c'était trop complexe. Les Américains la gardaient sous le coude à l'époque, au cas où les Soviétiques voulaient envahir l'Europe, ce qui n'a pas été le cas. Du moins, c'est maintenant. En fait, ce qui est très compliqué et paradoxal avec les armes nucléaires, c'est que c'est pas facile de faire des bombes à faible puissance. Le machin, c'est tellement fort qu'on a du mal à faire des trucs pas trop puissants. En fait, si elles ne sont pas assez dosées en uranium ou en plutonium, la réaction en chaîne, donc l'explosion, ne fonctionne pas. Donc il faut réussir à mettre assez de matière radioactive pour que ça explose, mais trouver des subterfuges pour ne pas produire un engin dévastateur. Juste de quoi détruire un pont, une centrale ou un bâtiment. Et on appelle ça d'ailleurs la masse critique. C'est la quantité de matière radioactive dans la bombe pour qu'elle fonctionne. A noter que l'engin, le W54, il pesait environ 23 kg, soit le poids d'un petit enfant, si vous me permettez la comparaison, pour une puissance équivalente à 22 tonnes de TNT. D'ailleurs, ils avaient fait des déclinaisons, ou plutôt des adaptabilités de cette mini-ogive nucléaire, notamment le très cocasse M388 Davy Crockett, qui n'est ni plus ni moins qu'un bazooka nucléaire, ou un lance-roquette nucléaire avec une ogive W54 qu'on a vu juste avant. C'est-à-dire que les mecs fabriquaient des mini-bombes atomiques et ensuite ils se sont dit, bon, on va mettre ça sur une roquette. La bonne idée. Le Davy Crockett avait pour objectif d'être utilisé contre des blindés ennemis en Europe. Il pesait avec son ogive nucléaire chargée dedans environ 34 kg, largement portable par un seul humain, et mesurait un peu moins de 80 cm de long. Avec le système M28 Davy Crockett, il y avait notamment deux systèmes, le M28 et le M29. Avec le Davy Crockett M28, la roquette atomique pouvait être envoyée à 2 km, et pour la M29, elle allait jusqu'à 4 km. Donc on était sur une roquette un peu plus puissante. Je pense que les mecs préféraient utiliser le M29. Non, parce que à 2 km, si t'as une petite bombe atomique qui pète, tu préfères être un peu plus loin. Bien que tout cela soit possible, les roquettes n'étaient pas lancées depuis l'épaule d'un soldat, mais sur un trépied, une Jeep ou un autre véhicule. Faut imaginer le mec en bagnole avec un bazooka atomique, c'est littéralement Fallout le bordel. À noter qu'il était très dangereux de rester dans les parages si un tel engin était tiré. La dose de radiation tuait instantanément dans un rayon de 150 mètres, et très probablement mortelle 400 mètres au tout. Et d'ailleurs, dans les années 60, le ministre de la Défense allemande, lui, il était ultra chaud pour en donner à toute son armée. Sauf que l'OTAN, elle a dit non, on fait pas ça. Parce qu'en fait, ça aurait banalisé l'utilisation des armes nucléaires, notamment en cas d'invasion soviétique à l'époque, je vous rappelle. Vous avez également des mines terrestres nucléaires qui ont été développées entre 65 et 86. On pouvait y placer dessus, si on le voulait, un détonateur qui l'activait quand un véhicule passait dessus ou autre. Autant vous dire que si vous rouliez dessus, vous aviez pas le temps d'être surpris, vous étiez vaporisé instantanément. Vous aviez par exemple le X113 qui pesait environ 300 kg. Le poids pouvait varier entre 180 et 400 kg, donc un petit peu plus lourd que le bazooka nucléaire d'avant. Ça ressemble à un simple tuyau à tôle ondulée. C'est un peu comme un tuyau de chiottes. Sauf que dedans, il y avait de quoi tartiner un régiment qui passait trop près, ou bien le faire cuire à distance. Il y avait aussi le T4 ADM, qui était un système portatif en plusieurs parties. Plusieurs parachutistes devaient ensuite assembler les anneaux d'uranium dans le système afin de pouvoir l'activer. Le T4 a vite été abandonné car peu fiable et trop contraignant. L'US Army a finalement préféré faire des munitions atomiques portatives d'une seule pièce. Plus simple, plus fiable. Mais il existe également des micro-obus nucléaires qui ont été développés, notamment le W48. Cet obus était tiré avec un simple canon de 15,5 cm de diamètre. Son poids était d'environ 50 kg et sa puissance valait 72 000
kilos de TNT. Ce qui est beaucoup, mais peu pour une arme atomique. Chaque obus valait à peu près 1,25 million de dollars. Fallait bien viser, hein. 250 000 $ de composants électroniques et 1 million de dollars pour la charge de plutonium qui était d'environ 10 kilos. Oui, le plutonium coûte extrêmement cher. Entre le Davy Crockett de quelques kilos et la Tsar de plusieurs tonnes capable de raser un pays, il y a toute une déclinaison de taille d'ogives, de mines, etc. Sauf des grenades. Il n'y a pas de grenades nucléaires, ça j'ai pas trouvé. On va voir rapidement ce que ça peut donner si une bombe nucléaire explose par exemple au-dessus de Paris. On va dire qu'elle éclate à 500 mètres, je vais prendre en exemple une vidéo qu'un youtubeur a fait, et dans cette simulation, c'est sur une ville d'environ 4 millions d'habitants. Donc la bombe arrive à 500 mètres au-dessus de Paris, elle explose. Dans un premier temps, une boucle de feu de 800 mètres de diamètre se produirait. 2 km autour du point d'impact, seulement 2% des personnes survivraient, soit à peu près 98% de personnes vaporisés. Les 2% étant probablement des gens qui étaient très profonds dans des caves à l'épicentre de l'explosion. Dans ce rayon de 2 km de cette ville de 4 millions d'habitants, il y aurait déjà 120 000 personnes vaporisées instantanément. Dans un rayon compris entre 2 et 11 km de l'impact, une personne sur 2 survit, notamment à cause de l'onde de choc, des radiations et des débris qui retombent, soit 500 000 personnes qui sont mis out instantanément. On est déjà à 620 000 personnes qui se sont fait atomiser et c'est seulement 4 secondes à peu près après l'explosion. Puis à 11 km et plus de l'impact, on est à environ 100 000 personnes qui y passent, sans compter les centaines de milliers de personnes qui par la suite seront irradiées et développeront une maladie. Donc tout ça pour vous montrer que c'est des systèmes qui sont abominables et extrêmement efficaces dans l'horreur, comme vous vous en doutez, et ça fonctionne diaboliquement bien. Et c'est ça qui fait peur. Mais au-delà de l'utilisation explosive des matériaux nucléaires type uranium ou plutonium, il existe également des bombes sales ou bombes radiologiques. Là, le but n'est pas de faire une détonation, mais bien de répandre un maximum de matériaux radioactifs dans l'environnement, pour rendre un endroit complètement invivable ou impénétrable. En fait, ce sont souvent des déchets nucléaires utilisés dans des bombes dites traditionnelles, qu'on vient fourrer dedans et faire péter là où on veut polluer au maximum avec des éléments radioactifs, pour que l'endroit ne soit plus accessible. Là, on est vraiment dans un truc bien crade. On peut y fourrer n'importe quel élément radioactif, peu importe lequel, tant que ça pollue au maximum. Comme par exemple du strontium, du polonium, etc. Tout ce qui finit en ium à peu près. Dans les années 60, les Anglais ont mesuré si ce genre d'engin était valable sur le terrain. Ils ont conclu que d'ajouter de l'explosif supplémentaire était bien plus efficace que de mettre des daubes radioactifs qui vont tout polluer. Ça marche moins bien. Mais vous n'avez pas que des systèmes de destruction nucléaire qui existent, vous avez aussi des systèmes de défense à base de matériaux radioactifs. Comme par exemple des blindages à l'uranium. Vous avez le char américain M1 Abrams, qui a une maille dans le blindage en uranium. Uranium appauvri, certes, mais uranium quand même, et ça pollue. Ce métal est tellement dense qu'il est très performant pour stopper les roquettes ou les missiles pénétrants. Notamment les obus flèches, vous savez, les trucs qui sont faits pour rentrer dans les blindages. Et en fait, sur ces chars, la plaque d'uranium, elle est de 15 cm. Mais c'est pas tout, il y a aussi des obus qui sont faits à base d'uranium appauvri. Plus précisément, le pénétrateur. Oui, c'est le nom de la partie en uranium sur l'obus. Alors il y a absolument pas d'explosion nucléaire avec ce genre d'obus, c'est juste les propriétés physiques de la matière qui sont intéressantes. En l'occurrence, de l'uranium, notamment grâce à sa très forte densité qui permet de trouer à peu près n'importe quoi. L'obus M82-9A1 est équipé de ce genre de pénétrateur en uranium. Il pèse à peu près 21 kg et mesure 1 mètre de long. Ce truc-là est capable de percer une plaque d'acier de 65 cm d'épaisseur à 3 km. Je sais pas si vous vous rendez compte de 65 cm d'acier, mais c'est monstrueux. Mais c'est pas tout, vous voyez les avions avec les grosses mitrailleuses devant. Mais si, ceux qui font du bruit de malade quand ils tirent avec leur sulfateuse placée sur le nez. En fait, c'est plus une sulfateuse avec des ailes qu'un avion. C'est-à-dire que vraiment, on construit un canon et après on lui met des ailes. Littéralement. Vous avez par exemple le 8 Avenger. On utilise des cartouches de 30 cm blindées à l'uranium. Ça peut tirer à 6 km et percer un char sans problème. D'ailleurs, le problème de ces munitions, c'est qu'elles polluent énormément les zones de guerre. J'ai d'ailleurs trouvé un graphique qui montre le taux de malformation congénitale dans les zones de guerre où des munitions à l'uranium ont été utilisées. C'est-à-dire que ces simples cartouches blindées à l'uranium ou ces chars avec des blindages à l'uranium, eh bien, ils polluent énormément. Ça pollue tellement que ça fait des personnes qui ont des malformations. Donc, faut pas croire que il y a seulement la bombe atomique qui est capable de faire des ravages. Il y a déjà beaucoup de matériel nucléaire qui est utilisé
exploser et qui désingue tout. Vous voilà maintenant rassuré comme il se doit, mais ce qu'il faut surtout craindre, c'est pas forcément tout ça, parce que il y a des chances que ça arrive pas. Parce que vous savez, le premier qui l'envoie, l'autre va en envoyer, ça va être la fin du monde. Donc il y a de fortes chances que ça n'arrive jamais, j'espère. Mais ce qu'il faut craindre, ce sont plutôt les centrales, notamment les énormes centrales nucléaires. Oui, parce que ce genre de structures, si elles ont des incidents majeurs, elles pourraient rendre littéralement l'Europe inhabitable. Mais bon, pour l'instant, on ne sait pas comment se passer de ces centrales nucléaires. Vous le savez bien. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous aurez découvert quelques petites choses. Je vous dis à très vite, je vous laisse avec ceci, atomiquement vôtre. Au revoir.